Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, chers entrepreneurs, chers travailleurs, chers chômeurs, chers dealers de et de crack. On est devant notre petit spot d'Halloween. Tous les ans, on vous fait kiffer. En fait, ça avait commencé comment? Avec une magnifique chariote de bonbons. Voilà comment ça avait commencé, les petits événements Halloween qu'on faisait sur notre site internet, La Boiserie. Et donc, on avait dit quoi? Tous ceux qui passent une commande sur notre petit site, La Boiserie, pour toutes les commandes passées pour Halloween, on vous mettait des petits bonbons dans toutes les commandes. Aujourd'hui, on fait mieux, les amis. Toutes les commandes que vous passez sur le site internet, dans tous les cas, vous aurez des bonbons. Mais on a sorti un petit sweat et un petit t-shirt. Vous pouvez prendre soit le t-shirt, soit le sweat, soit les deux. Et en plus de ça, on vous glissera des petits posters. Là, le beau petit Donovan mort-vivant. Voilà, regardez là l'attraction, le cercueil, le tank, la boiserie, et puis là ici encore un autre poster. Donc tout ça, ce sera glissé dans les commandes aussi. Et évidemment, pour ceux qui ont le t-shirt ou le sweat ou les deux, les amis, on va glisser dans les commandes tout ce que vous voyez derrière moi. Je vous montre en deux mots, les amis, on va pas rentrer dans trop de gros détails. Là, les amis, il y a une shampouineuse, des voitures de modélisme. Ici, on a une grosse voiture de modélisme. Derrière, des répliques d'airsoft. Là, des petits avions de modélisme. Ici, on a mis des petits bonbons parce que tout ça, c'est ce qui va être glissé dans les sachets. Là, il y a un giga écran plat culette de la mort. Là, une grosse machine à café, un DJI Mini 3, une réplique de poing encore essentielle airsoft, voiture, des répliques d'airsoft, mais aussi des produits un peu tech. Donc là, une enceinte JBL, moi, j'utilise tous les jours celle-ci. Un casque Sennheiser. Là, il y a un truc fryer. Air fryer pour faire le poulet rôti et les patates, les amis. Et il y a une GoPro. Et là, c'est même pas nous qui avons eu un manque de budget pour la boîte. C'est vraiment la boîte des nouvelles GoPro. Voilà. Mais en tout cas, c'est la toute dernière GoPro. Et avec une mini moto. Alors, celle-là n'est pas contractuelle, les amis, parce qu'on laissera le plaisir à l'abonné de choisir le modèle qu'il préfère de sa mini moto dans notre petit magasin. Donc si vous voulez participer, c'est très simple. Le t-shirt ou le sweat. Dans tous les cas, vous aurez aussi les posters que je vous ai montrés juste avant. Mais vous avez aussi la possibilité de prendre les deux en même temps et d'avoir les trois posters d'un coup avec. Et évidemment, on va glisser dans ces commandes-là plein de petits cadeaux qu'il y a derrière. Maintenant, les amis, je me mets un petit sachet de bonbons sous le bras parce que j'ai 1h30 de route. On va à Nantes chez notre avocate, maître Sophie Saint-Gall. Sophie, on se sert un? Oui. J'ai pris un. Comment ça va? Très bien, merci. Je suis très content d'être ici, merci de m'accueillir. Bah, moi aussi, je suis ravie que tu sois venu. Dans les nouveaux locaux, alors déjà on a été intrigués dès le départ par ce tableau qui est en fait une télé, mais c'est Samsung qui vend ça. C'est ça. Ah, c'est marrant. On a fait une vidéo il y a pas longtemps avec un autre youtubeur sur les produits atypiques Samsung, c'est pour ça que c'est rigolo d'en parler. Alors aujourd'hui on est donc avec Sophie, maître Saint-Gall, donc avocate. Tout à fait. L'intérêt de cette vidéo c'est de parler de ce métier qui est, alors est-ce qu'il est atypique? Je pense pas, peut-être pour mes abonnés, mais dans le métier, dans les entreprises, etc., c'est pas un métier atypique. Courant, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases assez simples, voilà, quel est ton métier, les petites études voilà, qui correspondent vraiment à ton taf et ce que tu fais aujourd'hui? Puis après, je te poserai quelques questions. Très bien. Alors, je suis Sophie Saint-Gall, avocate. Je suis spécialiste en droit des sociétés. J'ai passé le certificat de spécialisation puisque je voulais concentrer mon activité uniquement sur le droit des sociétés. Pour en arriver là, en fait, j'ai fait des études à la fac de Nantes, une maîtrise, un DGCE, c'est un DESS spécialisé en droit des affaires et j'ai tout de suite eu une appétence particulière pour le droit des sociétés. J'ai beaucoup aimé cette matière. Et donc au départ, il y a quand même un truc commun, avocat. Oui, en fait, il y a une école qui est commune, qui est l'EDAGO aujourd'hui, enfin l'école qui dépend de la Cour d'appel de Rennes et dont Nantes dépend, donc l'EDAGO, où effectivement, qui regroupe tous les élèves avocats, quelle que soit leur formation. Ah ouais, bah, tu m'apprends un truc, je pensais qu'il y avait une voie comme un médecin qui va faire médecine humain et un qui va faire veto, quoi. Non, du tout. Ah là, il y a un corps commun au départ. Absolument. Et puis après, on se spécialise dans les matières en fonction des 3e cycles qu'on a pu faire. Alors maintenant, on appelle ça les Master 1, Master 2, mais à l'époque, c'était un DESS, mais voilà, on se spécialise. Ah oui, donc un avocat, il peut faire la famille pour les divorces, les mariages, faire les assassins. Et voilà, du droit social, voilà, oui. Tu mets pas la robe pour aller au tribunal? Ah bah j'ai ma robe qui est dans mon bureau, mais je plaide pas. Enfin, j'ai plaidé un peu autrefois, mais maintenant je fais plus du tout de contentieux. Non. Mais tu pourrais le plaider. Oui, tout à fait. Si je me fais retirer mon permis? Absolument. Ah bon? Bah c'est incroyable, mais là tu m'appprends un truc de malade.
Bon, maintenant, j'ai choisi de pratiquer uniquement le droit des sociétés, mais je peux parfaitement aller plaider. Je peux aller devant le tribunal de commerce, conseil de prud'homme, le tribunal judiciaire, oui, oui. Ah ouais, donc tu pourrais peut-être nous sortir de la mouise avec ma maison que je dois raser. Je pourrais, mais bon, c'est moi ma spécialité. Un avocat, potentiellement, on peut intervenir dans tous les domaines. Maintenant, si on n'est pas spécialisé ni aguerri dans cette matière, c'est pas forcément judicieux pour le client. Alors le métier d'avocat en droit des sociétés, ça reprend plein de choses courantes de tous les jours. Ce que je voudrais expliquer aux gens qui nous regardent, c'est qu'un entrepreneur comme moi, je pense que tu fais beaucoup de gens qui ont des entreprises PME classiques, que ce soit plus ou moins grosses. Qu'est-ce que ces gens-là comme moi te demandent le plus? Pourquoi tu as quelles sont tes missions qui reviennent le plus dans une entreprise, on va dire, classique? Les missions, elles sont très variées. Ça peut être du suivi juridique, comme on peut le faire avec toi. Voilà, une fois qu'on a des structures, on suit le juridique, l'évolution des structures. Souvent, lorsque un entrepreneur ou un futur entrepreneur vient me voir, c'est qu'il veut restructurer son activité, qu'il a un projet professionnel ou qu'il a commencé sous une forme peut-être de micro-entreprise et qu'il veut évoluer en société. Donc c'est là, effectivement, que les premiers échanges interviennent et qu'on réfléchit à court terme, puis à long terme, puisque, comme ça peut être le cas dans ton cas ou dans d'autres cas de figure, on envisage un développement ultérieur avec des activités diversifiées. Et donc, voilà, mon métier, c'est aussi d'envisager l'évolution de l'activité de la personne que je rencontre et de l'adapter, l'orienter sur la forme sociale. Si on choisit une société par action simplifiée, une SARL, c'est l'orienter sur les choix d'investissement professionnel immobilier, éventuellement, puisque ça va souvent de pair avec l'activité professionnelle. Et puis après, c'est aussi accompagner les clients dans le cadre de la cession de leur société ou de leur fonds de commerce, la restructuration, la fusion, voilà, ça englobe... c'est hyper varié. C'est très varié, oui. Rien que sur nos dossiers de mon petit groupe de société, on fait plein de choses ensemble. Ah oui. Et ça peut aller de rajouter pour les boutiques éphémères une ligne sur le cabis pour dire on est formé, on a le droit de vendre de la bouffe, à créer une nouvelle société. C'est ça. Donc c'est toi qui t'occupes aussi de comment on appelle ça, de publier, de créer la société? L'immatriculer. L'immatriculer. Voilà, la constituer, l'immatriculer auprès du greffe. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de cabinet comptable ou d'experts comptables qui peuvent faire ça? Il y a des cabinets d'expertise comptable qui ont des services juridiques et qui traitent aussi les constitutions, les immatriculations de sociétés. C'est mal vu par les avocats. C'est comme le notaire qui voit l'agence qui fait signer les compromis. Non, c'est pas mal vu. C'est pas mal vu. Maintenant, effectivement, lorsqu'on intervient et qu'on est avocat en droit des sociétés, on a peut-être une vision beaucoup plus transversale. Et puis c'est notre métier. C'est vraiment notre métier. Donc effectivement, on a tous les aspects juridiques. C'est pas que de constituer une société, c'est pas uniquement de procéder à son immatriculation, c'est d'envisager toute son évolution et toutes les perspectives de développement qui vont avec. Et le juridique, ça se limite pas à constituer une société et à rédiger des statuts. C'est tellement important tout ça parce que c'est ça qui vous permet d'optimiser votre boîte, d'optimiser votre projet, de le rendre viable. Des fois, un rendez-vous avec la mauvaise personne, alors moi je vais plutôt défendre le métier d'avocat, mais je défends aussi les experts comptables qui sont indispensables dans la création d'une boîte, dans le développement, etc. Mais je fais toujours rapport à ce que j'ai fait moi. En fait, j'ai eu l'impression de prendre un chemin et de tout ce que j'entendais autour, de me dire mais en fait ça correspond pas à ça, quoi. Je veux dire, la réalité, en fait, elle est là, et on voit plein de choses autour, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien sur cette chaîne YouTube raconter ce que j'ai vécu, les moments sympas, les galères, mais aussi comment ça marche, quoi. Moi, dès le départ, j'étais perdu, quoi. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'aller voir des gens où c'est leur taf, c'est-à-dire c'est des gens qui aiment ça, qui ont voulu faire ça. Comme un comptable qui va être passionné par son travail, ou comme un avocat qui est vraiment dédié à ça. Comme lors de l'achat d'une maison, je trouve que c'est une erreur de signer un compromis qui est la partie la plus importante de l'achat dans une agence. Pour moi, c'est une erreur. J'ai pas de pourcentage par rapport à l'ordre des notaires en France, mais je trouve ça 1000 fois mieux d'aller voir un notaire qui va vous expliquer, vous conseiller, vous dire tiens, la maison elle est frappée d'alignement, c'est quoi? Tiens, il y a une servitude là, il y a là le terrain, il y a ci, il y a ça, il y a eu un enfouissement, il y a eu un machin. Et ça enlève tellement de problèmes quand on se lance dans un projet, qu'on met toutes ses économies dans un bâtiment. Je trouve qu'il faut vraiment aller directement voir la personne qui est la plus spécialisée pour gérer ce genre de choses, quoi. Je me pose la question, mais je savais pas qu'on pouvait carrément immatriculer dans des cabinets comptables. Oui, alors maintenant, je travaille jamais seul. Je travaille toujours avec l'expert comptable,
le commissaire aux comptes quand il y en a un, le notaire, quand il y a l'acquisition d'un bien immobilier, on échange aussi avec le notaire pour la SCI, etc. On ne peut pas travailler seul, on ne peut pas bien envisager toutes les problématiques juridiques qui vont se poser si on n'a pas échangé sur les problématiques comptables, les problématiques fiscales, les problématiques immobilières. Et donc c'est un travail en équipe, hein, toujours. Moi je tiens à le souligner, il ne faut pas travailler seul, sinon on ne va pas être suffisamment pertinent et suffisamment imaginatif sur la suite et on ne va pas se projeter comme il faut. Définir rien que ça soit pourquoi pas la forme sociale de la société initiale. Une forme est toujours évolutive, mais si on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, les problématiques sociales, de régime social du dirigeant, de fiscalité, puisque après il y a les problématiques de distribution de dividendes, les arbitrages entre rémunération, etc. Si on n'a pas cet échange avec l'expert comptable en amont, on va partir potentiellement sur une forme sociale qui ne sera pas adaptée. Donc c'est vraiment un travail en équipe. Moi je le vois, rien qu'on peut expliquer les rendez-vous qu'on a l'habitude de faire ensemble. On est toujours 7-8 autour de la table. Les comptables qui sont avec nous, on va dire entre guillemets tous les jours sur le terrain, et qui connaissent vraiment, ça part de la saisie quoi. Ces gens-là sont là autour de la table. Avocats, fiscalistes, avocats en droit des sociétés, experts comptables, comptables de la société, tous les gens qui gèrent un peu tout. Moi, le dirigeant, ça peut être aussi une personne qui travaille avec moi régulièrement. Et ça permet d'aligner et puis que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et de savoir, de dire le projet il est comme ça, on veut faire ça. Pour que les gens comprennent, c'est intéressant de prendre le temps de parler, d'expliquer chaque projet à un comptable qui va peut-être voir un expert comptable et qui lui appellera donc un avocat. Exactement. En tout cas, avec les experts comptables avec lesquels je travaille, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, constituer une société, c'est s'intéresser aussi aux clients. Alors, il y a des questions qui peuvent parfois sembler intrusives, mais enfin, c'est important de savoir si on est marié, si on est divorcé, si on a des enfants, parce qu'il y a aussi ces problématiques qui doivent être prises en compte. Régime de communauté, régime de séparation de biens, on adapte. Est-ce que, on veut que l'épouse soit, ou le conjoint d'ailleurs, soit partie prenante dans la structure. Tout ça, ce sont des questions qui sont personnelles, mais qu'on doit forcément avoir et connaître pour pouvoir adapter au mieux le montage juridique. Et le travail d'un avocat, c'est pas uniquement un travail technique, c'est aussi un travail qui porte beaucoup sur l'humain et sur l'intérêt qu'on porte à nos clients. Hein. Oui, parce que le client, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude quand on est entrepreneur de se dire mais pourquoi on doit gérer ça maintenant ? C'est horrible, c'est comme quand on construit une maison, on doit déjà se dire où va être le lit, parce qu'il faut mettre la prise. Mais sauf que si on fait une fenêtre ici, on peut pas mettre la prise près du lit. Donc c'est horrible. Et en fait, pour une société, c'est un peu la même chose. Il faut se projeter en se disant, mais si ça ferme, si ça marche plus, si on fait ça, le fait d'être marié, le fait d'avoir une maison là, etc., ça anticipe et puis ça protège en fait la fin ou la suite ou le développement. Alors souvent, quand il y a plusieurs associés, alors ce qui n'est pas ton cas dans un certain nombre de structures, mais quand il y a plusieurs associés, c'est vrai que constituer une société à 2, à 3, à 4, c'est comme un mariage, mais on anticipe le divorce avec le pacte d'associés. Donc tu passes un peu pour une psychologue des fois. C'est-à-dire qu'on est obligé d'anticiper des problématiques qui n'ont pas encore lieu, mais qui pourraient intervenir. Alors ça peut être un décès, mais ça peut être une mésentente. Et c'est parfois un peu compliqué pour les clients de l'entendre, puisque forcément, lorsqu'ils viennent nous voir, ils s'entendent bien et tout va bien. Mais ça permet aussi, souvent, de lever le doute sur certaines, peut-être, frustrations que certains peuvent avoir. Et puis, et ça, c'est aussi dès l'origine. Alors je leur dis toujours, oui, vous mariez, mais vous pouvez aussi divorcer. Et donc, si on ne met pas sur la table tous les sujets, eh bien, on peut aller dans le mur, potentiellement. Donc tout ça, c'est effectivement, comme tu dis, de l'anticipation. T'en vois souvent des problèmes comme ça d'associés Oui. Ah ouais. Oui. Et quand il n'y a pas de pacte qui prévoit les modalités de sortie, de rachat, de prise de décision notamment, on peut se retrouver dans des situations de blocage, ce qui met en difficulté la société. Lorsqu'il y a des salariés, lorsqu'il y a une activité qui est développée, ça peut impacter effectivement la structure et son fonctionnement. Ouais. Donc c'est important. Hein. Et souvent, on nous dit oui, mais enfin le pacte attendra, puisque j'ai pas forcément aujourd'hui les moyens. Oui, parce qu'il y a quand même un coût où il y a certaines choses des fois qui sont pas obligatoires. Je pense que là c'est le bon exemple. Et de se dire non, c'est encore 1000 balles ou 1500 balles, on verra plus tard, on va attendre. Mais moi alors là je suis carrément pour le faire des pactes. Mais il y a toujours un côté naturel où à un moment donné il faut se dire c'est sûr que c'est lui peut-être qui va plus prendre des décisions que moi. Moi je vais peut-être être plus opérationnel, mais ça n'empêche pas que la répartition elle est égale. Et je pense que c'est hyper important parce que je le vois moi, rien qu'à mon petit niveau, à ma petite échelle, à ma petite expérience, combien de fois j'ai vu des gens,
Mais moi, j'ai évité des pièces de moteur comme ça, qui me sont passées au-dessus de la tête entre deux associés. Et j'ai vu des histoires de gens que je connais qui sont partis avec la carte de la boîte à Dubaï. L'autre associé, il était au charbon, il le savait pas. Et en fait, ça a mis des gens qui travaillaient, qui étaient honnêtes, dans un trou noir pas possible, avec des boîtes qui coulent. Avec le problème social aussi, le fait d'avoir des gens, moi je pense toujours, et moi j'étais en stress au début de mes activités, je pense aux salariés qui nous font confiance, qui changent de région, qui déménagent. Leurs femmes déménagent, elles arrêtent peut-être même de travailler, ou leurs compagnons, pour venir nous, et pour une histoire de pacte d'associés, ces gens-là ils perdent leur taf parce que du coup ça engendre peut-être une boîte qui coule ou un truc comme ça. On les protège aussi en faisant des pactes d'associés, et c'est des fois des bons arguments pour nos amis qui deviennent nos associés, dire les gars, c'est pas contre vous, j'ai pas peur de vous, mais on protège aussi nos salariés en faisant ça. Je trouve que c'est hyper important. C'est de responsabilité d'être dirigeant. Il y a des gens qui prennent des modèles sur internet, disent très bien, mais non, en fait, ChatGPT ne volera pas ton métier. Ça doit être le sujet. Il faut s'adapter, mais j'imagine bien. Mais il faut effectivement, chaque acte est adapté au cas particulier du dirigeant, de sa problématique, de sa situation familiale, de sa situation fiscale, de son patrimoine. Voilà. Et donc tout ça, c'est le travail qui doit être fait en amont avant d'envisager effectivement de se structurer. Et donc c'est pour ça que ChatGPT ne prendra pas ton travail, parce que toi tu vas justement adapter en fonction du dirigeant, de sa vie, de tout ce qu'il y a autour, de ses projets, etc. Alors ChatGPT, ça peut être une aide pour la formulation. Maintenant, c'est quelque chose de toute façon qui est de plus en plus développé. Moi, je l'utilise extrêmement peu, et voilà, puisque je reste assez convaincue que ça doit être à la carte. Et qu'une clause qu'on va rédiger de telle manière dans tel dossier, pour tel client, elle va pas être adaptée à l'autre client, puisque le profil, il est différent sur tout un tas pour tout un tas de raisons, et donc c'est pas transposable. Moi, je pense qu'on peut pas transposer un dossier sur un autre, voilà. Et c'est pas que du technique. Il y a quelque chose qui devient factuel le jour, malheureusement, où il y a une galère, quoi. Mais je veux dire, le jour où il y a un décès, le jour où il y a une boîte qui coule, le jour où il y a un procès, le jour où il y a besoin de rembourser un bâtiment à 2 millions avec une assurance. Le contrat de ChatGPT, il saute à la seconde, quoi. Là, ils vont dire non, mais je vais voir qui est assermenté, qui a fait ses études, qui a écrit ça. En faisant ton travail, tu amènes aussi une certaine sécurité pour la personne qui se dit ah bah si demain on remet en cause quelque chose, il y a quand même quelqu'un, un contrôleur fiscal, un assureur qui doit rembourser, qui peut t'appeler en disant pourquoi tu as écrit ça, et toi tu vas pouvoir justifier ça. Ça va rajouter quelque chose de vraiment concret, plutôt qu'un gars qui arrive au tribunal en disant non, je vais me défendre tout seul. Bah s'il a pris un avocat et puis que le gars il dit non mais oui il a fait un excès de vitesse, mais il y a eu ça, on va plus le croire que si c'est lui qui raconte une belle histoire. Là où on voit l'évolution dans notre métier, c'est que les clients se renseignent sur ChatGPT. Lorsqu'ils ont un projet, ils vont poser des questions et puis ils vont arriver en disant bah voilà, vous m'avez conseillé ça, mais moi ChatGPT potentiellement il me propose autre chose. Ça m'est arrivé. Là où il faut faire attention, c'est que ChatGPT, il faut savoir bien lui poser les questions. Donc si c'est trop global ou si c'est pas assez orienté ou si on n'a pas mis tous les éléments, bah lui il va répondre avec ce qu'il a effectivement dans sa base de données. Et en réalité là pour un client récemment, je lui avais dans le cadre d'une session de contrôle, une session de ses titres en fait, ChatGPT lui avait préconisé certaines opérations préalables et je leur disais c'est possible, mais ça va vous coûter 50 000 € de plus en fiscalité. Mais c'est vrai que ça peut, pour certains clients, maintenant, avant, il n'y avait pas toute cette possibilité de s'informer en amont. Donc, mais il faut prendre ça avec des pincettes. Comment on fait au niveau donc, des études? Tu disais, donc, là, je repense au début, il y a le corps commun, et après, tu as quand même des études spécialisées entreprises. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'école d'avocat, elle intervient après nos spécialisations. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un tronc commun en première année, deuxième année, troisième année, c'est la licence. Après Master 1, Master 2, là, on choisit en Master 1, Master 2, donc c'est quatrième et cinquième année, on choisit une orientation. Au bout de la cinquième année? Alors moi, à mon époque, ça moi je ne dis pas, c'était après la maîtrise, parce que moi c'était une maîtrise, ça s'appelait pas Master 1, et c'était en cinquième année qu'on choisissait. Alors on avait des TD, on choisit quand même des petites orientations pendant les premières années, si on veut faire du droit public, du droit privé, du droit des obligations, etc. Et c'est vraiment à la fin qu'on choisit. Donc moi j'ai choisi effectivement de faire un cursus droit des affaires, mais qui pouvait m'amener sur droit social, droit économique, droit fiscal, droit des sociétés. Ensuite, une fois que j'ai eu ce diplôme-là, avec une orientation droit des sociétés que j'avais quand même choisie dans la formation,
j'ai passé le concours d'entrée à l'école d'avocat, l'examen d'entrée, pardon, à l'école d'avocat. Et ensuite, j'ai fait une année d'école d'avocat, voilà. En fait, tu travailles depuis 4 ans, quoi. T'as fini tes études il y a 4 ans, quoi. Moi, j'aimerais bien. Ah non, mais attends, ça fait combien? Ça fait bac plus combien? Eh bien, à mon époque, c'était bac plus 6. Et là, aujourd'hui, c'est plus. Le cursus de l'école d'avocat est un peu différent maintenant, parce qu'il y a un certain nombre de stages, donc il y a des stages de 6 mois, donc c'est un peu plus long, en fait, mais on peut intégrer, en tout cas à mon époque, on pouvait intégrer l'école d'avocat avec un bac plus 4 et pas forcément bac plus 5. Et il y a un examen d'entrée, on passe, voilà, avec tout un tas d'épreuves à passer, à valider, et une fois qu'on rentre dans l'école d'avocat, après il y a effectivement un certain nombre encore de matières à passer. Est-ce que tu peux te retrouver avec une idée de faire avocat en droit des sociétés et finir commis d'office pour un gars qui a fait un wheeling avec sa motocross? Demain, si le droit des sociétés m'intéresse plus, je peux très bien me dire, bon, moi je vais me lancer dans, pourquoi pas, du droit pénal, du droit des assurances. Bon, ça supposerait quand même que je refasse 2-3 formations quand même pour me mettre à jour. Mais je pourrais très bien, on peut changer. Moi demain, si je veux pratiquer une autre matière, je le fais. Mais pendant tes études, quand tu as plaidé un peu pendant cette période d'apprentissage... Alors tu plaides pas pendant tes études. Ah non, d'accord, tu fais des travaux... Tu fais des stages, tu découvres la profession. Ah oui, tu plaides jamais tant que t'es pas... Non. Si t'es pas avocat, tu plaides pas. Faut aller jusqu'au bout des études et t'as pas la robe. Lorsque j'ai commencé, pendant 2 années, on avait un titre qui était avocat stagiaire. On était avocat exerçant, mais stagiaire dans le sens où on ne pouvait pas s'installer, poser notre plaque pendant 2 ans. Aujourd'hui, c'est possible. Ça n'existe plus, ce statut-là. Et donc, pendant 2 ans, on devait accepter les commissions d'office ou les permanences. Mais qui n'avait rien à voir avec ce que tu voulais? Rien à voir. Donc, j'ai fait du droit pénal, j'ai fait du juge des enfants, j'ai fait les instructions, j'ai plaidé pour les conduites en état alcoolique, du trafic de stupéfiants, voilà. Donc oui, j'ai fait un peu de tout en fait. Et des permanences aussi, on avait des permanences pénales ou des permanences droit des étrangers. Donc les droits des étrangers, c'était toutes les reconduites à la frontière, etc. Donc on était de permanence plusieurs jours. Les permanences de garde à vue, où on peut nous appeler pour aller garde à vue en prenant la voiture, parce que c'était rarement à côté de chez nous. C'est long d'ailleurs, à chaque fois. Ça m'est arrivé de dire oui, je vais appeler mon avocat. Je dis oh là non, il faut vraiment que je l'appelle, je peux pas me débrouiller tout seul. Une fois que tu as fait donc ces études-là, dans tous les cas, dans toutes les branches, est-ce qu'il y a du taf? Moi je sais que j'ai fait un BTS en management des unités commerciales, mais des fois t'avais l'autre qui s'appelait je sais plus comment, NRC, où c'était plutôt le métier de représentant. Donc c'est pas toi qui gère l'unité commerciale, c'est toi qui allais la démarcher. Et je sais qu'il y avait une branche où il y avait vraiment, tu sortais, c'était dur de trouver du taf, ou alors tu partais d'un truc qui avait rien à voir. Et puis on sait qu'aujourd'hui, des fois, il y a des métiers soit qui naissent, soit d'autres qui meurent. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on fait des études d'avocat, on a forcément du taf? De toute façon, on a du travail. Et puis maintenant, en sortant de l'école d'avocat, on peut poser sa plaque tout de suite. Donc de toute façon... tu poses ta plaque, mais est-ce que ça veut dire que tu vas avoir des clients? Alors c'est là. Alors, on peut... Potentiellement, tout le monde a du travail. Maintenant, il y a des disparités énormes dans la profession. Il y a des très gros cabinets, il y a des petites structures. Et puis, en fonction des matières, il y a aussi beaucoup de disparités, effectivement. Quand tu dis disparité, c'est sur le volume de l'activité ou sur l'argent que tu peux gagner? Alors de volume, d'honoraires, effectivement, de chiffres que tu vas générer. La profession d'avocat, elle n'est pas du tout homogène là-dessus. Et puis, le métier d'avocat, c'est comme n'importe quel métier de chef d'entreprise ou d'entrepreneur. Il y a aussi du commercial à faire. T'as le droit de faire de la pub? Non. Ah, t'as pas le droit non plus? T'as pas le droit de faire de la pub? Non, je peux pas mettre un grand bandeau Sophie Singal. Oh, je pourrais pas avoir un chèque en partant pour t'avoir fait de la pub dans cette vidéo. Ah ouais. J'aurais fait le droit. Bah tiens, je vais en profiter, alors je vais manger un petit truc qu'il y a là. On a des règles déontologiques. La profession d'avocat, elle est encadrée par des règles déontologiques qui sont extrêmement importante et qui aussi protège d'ailleurs beaucoup les clients. Il y a le secret professionnel, le secret des correspondances. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas communiquer. On a le droit de poster sur LinkedIn, on peut poster, enfin voilà, on peut poster... Oui, tu peux faire du réseau. On a un conseil de l'ordre, comme dans tous les barreaux, dont j'ai fait partie d'ailleurs pendant 6 ans. Et on homologue un certain nombre de choses dans le conseil de l'ordre, et notamment les structures d'avocats qu'on homologue, les installations, les changements de dénomination, etc., les
contrat de collaboration. Mais également, on peut homologuer un moyen de communication. Si on veut faire homologuer par le Conseil de l'Ordre, on peut aussi passer devant le Conseil de l'Ordre pour être certain qu'on puisse utiliser tel ou tel moyen de communication. Ah ouais, mais alors ça doit être dur quand tu commences et que tu poses ta plaque, quoi. Alors, tu peux faire du réseau, c'est ça en fait, c'est d'être présent, mais tu l'as pas le d'aller réseau sur... quand tu te lances. Eh ben, c'est toute la difficulté. Alors, je pense qu'au-delà du réseau que tu n'as pas, t'as pas forcément non plus l'expérience. Et ça, je pense que... Ah oui, c'est pareil, ça. Moi, avant de m'associer, j'ai été collaboratrice pendant plus de 10 ans. Comment ça, collaboratrice? Alors, il y a 2 statuts en fait chez les avocats. Dans un cabinet d'avocats, il y a plusieurs statuts. Il y a l'associé. Oui. Et puis il y a le collaborateur. Et sans expérience, objectivement, moi ça a duré 10 ans, je me suis associée et puis ensuite j'ai constitué ma propre structure, mais tout ça, ça a mis énormément de temps pour déjà avoir cette formation et puis ensuite des connaissances, avoir des clients, avoir et puis au-delà des clients, c'est connaître des experts comptables, des notaires, voilà, tous ces gens avec lesquels on peut travailler dans les dossiers. Donc oui, être jeune, sortir de l'école d'avocat, poser sa plaque tout de suite sans avoir de clients, c'est compliqué. Il peut toujours avoir du travail, mais pour ça, il va falloir qu'il en trouve. Ouais. Ce qui défavorise ton métier, c'est vraiment le manque d'expérience. Tu penses le client, il va dire oh, non, il s'est lancé il y a 3 mois, j'y vais pas. Je pense que c'est absolument pas ça. Non, ah oui, je pense que c'est de trouver les clients. C'est plutôt ça, spontanément. Un client, il va pas forcément arriver en bas et puis sonner à l'interphone en disant je cherche un avocat. C'est du bouche à oreille ta publicité, quoi. Oui, c'est beaucoup de ça. C'est beaucoup de ça. C'est beaucoup de ça. Et puis après, c'est aussi entre confrères. Ouais, bah oui, forcément. Quelqu'un va te recommander qui travaille avec toi. Moi, comme je l'expliquais, je fais du droit des sociétés, mais quand j'ai une problématique en droit social, en droit commercial, en divorce, je travaille avec des confrères qui sont spécialisés dans leur matière et avec lesquels je travaille. Donc on travaille aussi entre nous et on se complète. Hein. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui fait ton métier, ça va mieux se développer, ça va mieux marcher en plein centre-ville comme ici à Nantes, ou quelqu'un qui a un cabinet plutôt à la campagne? Ça veut rien dire. Moi, je pense qu'en fait, notre métier, il a beaucoup évolué. Je pense que les clients, le fait que je sois dans le centre-ville de Nantes, ça peut les embêter, puisque la circulation n'est pas facile, il faut se garer. Mais en réalité, déjà, on se déplace beaucoup. Ensuite, on fait énormément de visio. Maintenant, on fait les réunions en visio, qui sont énormément développées. Toutes les signatures électroniques. Mais pour le côté récupérer des clients, etc., c'est... Je pense pas. Ça t'apporte pas plus, tu penses? Je suis pas certaine, non. Les gens qui viennent me voir, ils viennent pas me voir parce que je suis dans le centre-ville de Nantes. Je pense que je serais à la campagne à 30 minutes de Nantes. Peut-être que... Alors, ce serait plus le déplacement qui pourrait peut-être les embêter, mais bon, à ce moment-là, je m'adapterais, je me déplacerais plus facilement. Enfin, alors déjà, géographiquement, quand tu as une clientèle comme la mienne qui est quand même plutôt sur l'ouest, si je pars dans les Vosges, ma clientèle va peut-être pas me suivre en disant oui, enfin là vous partez quand même un peu loin, même si on peut se débrouiller. Donc ça, géographiquement, effectivement, on a quand même, quand on a une clientèle sur un secteur géographique, c'est un peu compliqué de partir. Maintenant, c'est toute la différence entre est-ce que j'ai déjà une clientèle et dans quel cas, si je pars un petit peu à la campagne, un peu plus loin du centre-ville, je vais la perdre. Je ne suis pas certaine. Quand ils travaillent avec toi, tes clients, c'est des gens, parce que moi je le vois avec moi, ça y est, quoi, je cherche plus d'avocat, quoi. Mais il reste, ou est-ce qu'une fois que tu as t'as ton lot de clients fidèles, est-ce que après t'as beaucoup de gens qui partent, qui arrêtent? Est-ce que c'est quoi le mouvement de ta clientèle? Le mouvement, mon portefeuille client. Alors moi je pense qu'un client de toute façon, il peut toujours partir. Il faut toujours avoir en tête, il faut toujours le suivre, s'intéresser à ce qu'il fait, puisque on n'est pas les seuls. Je suis pas la seule à faire du droit des sociétés. Il y a tout un tas de confrères qui le font aussi. Mais il y a beaucoup de mouvements où c'est plutôt des cas comme moi où ça y est, une fois que je bosse avec toi, ça dure 10, 15 ans. Est-ce que tu fais beaucoup de nouveaux clients et tu as beaucoup de gens qui se renouvellent, ou est-ce qu'une fois que tu as une grosse base de gens qui te font confiance, ça dure des décennies? Alors j'ai beaucoup de clients fidèles que j'ai depuis un certain temps et je suis ravie. J'adore aussi avoir un client à l'origine de son projet et le suivre d'année en année et de voir l'évolution. Je trouve que c'est assez fantastique de voir comment certains, t'en fais partie, certains clients arrivent à évoluer, à développer, à avoir des idées tout le temps renouvelées comme t'es le parfait exemple. Et puis je fais beaucoup de one-shot aussi. Donc dossier juste, hop,
une cession, alors surtout quand je suis côté cédante, de toute façon le client il cède, donc après il y aura peut-être deux, trois petits juridiques à suivre, mais oui, je fais aussi beaucoup de one-shot. Donc les clients, ils viennent me voir pour leur opération ponctuelle, et puis après ils vivent leur vie, et puis 2 ou 3 ans après, ils peuvent me rappeler en disant j'ai une autre opération et j'aimerais que vous interveniez. Donc maintenant, des clients qui partent... Ça peut être une boîte carrette, quelqu'un... Ça va être ça. En fait, quand j'ai un client qui part, généralement, c'est qu'il cède sa société. Est-ce que tu vois beaucoup de ventes de sociétés? Est-ce que les gens, des fois, ils disent ouais, ma boîte, elle vaut rien, machin, truc. Est-ce que même si c'est 50 000 euros, 20 000 euros, est-ce que les gens, est-ce que tu vois beaucoup de ventes? Est-ce que c'est autant que de gens qui disent j'arrête, je ferme la boîte? C'est quoi la répartition que tu vois, toi? Eh bien, moi, je pense qu'on essaie toujours d'aller sur une session. Enfin, je dis toujours aux clients, c'est quand même dommage si vous ne pouvez pas récupérer un billet. Alors, maintenant... Il y a la différence entre la cession de fonds de commerce et la cession de titre. Une cession de titre, elle va généralement pas, en tout cas une cession de contrôle, de 100% de titre, elle va rarement porter sur des montants de 20 000 euros. Une cession de fonds, oui, elle peut. Tu peux nous dire la différence entre... La cession de titre, c'est quand on cède la société, donc les parts sociales ou les actions de la société, on cède 100% des actions ou des parts sociales de la société et on cède tout. C'est-à-dire que on cède tout ce qu'il y a, tu vois bien l'actif et le passif, ce qu'il y a bilan d'une société. À l'actif, il y a le fonds de commerce, il y a des immobilisations corporelles, incorporelles, trésorerie, créances, etc. Et puis au passif, il y a les dettes qui peuvent être des dettes bancaires, des dettes sociales, fiscales, etc. Là, on cède le package. Et quand on cède tout, avec les créances, l'actif et le passif, on octroie généralement une convention de garantie d'actifs et de passifs à l'acquéreur, puisque quand on achète tout, comme on rachète également le passif, si jamais il y a un passif qui se révèle après la cession, il faut avoir une convention de garantie pour aller rechercher éventuellement le vendeur. Ça, pour expliquer en 2 mots, c'est si demain moi je vends mon magasin de moto en 2025 et qu'en 2021 j'ai vendu une moto qui avait une arnaque dans le moteur et que le moteur explose et que le mec il se tue, et sa famille entre guillemets, ça sera écrit dans la convention de passif de garantie pour dire est-ce que le nouveau il a dit non moi ça m'inquiète pas s'il y a un moteur qui casse, je le réparerai, ou alors qu'il va dire non moi j'achète en 2025, tout ce qu'il y a eu avant je veux plus en entendre parler, et donc là ça veut dire que l'ancien propriétaire de l'entreprise se charge du passif, c'est-à-dire qu'il pourrait me rappeler jusqu'à peut-être 10, 15 ans. Oh peut-être pas quand même, non. On est sur 3 ans et 5 ans, généralement, et puis durée de prescription fiscale et sociale. Donc voilà. c'est quand même donc, ça, oui c'est encadré. Ça c'est la cession de titre. Et puis il y a la cession de fonds de commerce. La cession de titre, généralement, comme je disais, pour 20 000 euros, enfin, on ne cède pas une... Alors, ça peut, mais on en voit moins. Après, il y a la cession de fonds de commerce où on cède que le fonds de commerce. Donc, c'est un élément d'actif du bilan qu'une société a, où il y a le fonds de commerce avec le matériel, l'outillage, les stocks, etc. Et ça, effectivement, on peut avoir des cessions de fonds de commerce qui portent sur des montants pas très importants, en fait. Et les gens qui font ça, est-ce que souvent ils refont une nouvelle boîte? Ils peuvent, mais il y a des clauses en concurrence. Donc, tu as un périmètre, il y a toujours un périmètre géographique. Parfois, c'est la France entière si la société ou le fonds de commerce rayonne sur la France entière. Et puis, il y a une durée aussi et des activités qui sont visées. Donc, quand tu cèdes un fonds de commerce où tu vas pas, normalement, sauf si ça n'a pas été bien négocié, mais enfin, généralement, on prévoit quand même cette clause en concurrence, tu vas pas t'installer en face ou à 200 mètres pour recapter toute la clientèle. Ça, c'est intéressant, c'est vachement intéressant parce qu'on se dit toujours, moi je vois des gens que je connais qui ont des boîtes et puis ils font par exemple, ils ont 2-3 salariés. Et puis ils font par exemple, je sais pas moi, du lavage auto ou de la vente de jantes sur des voitures ou des trucs comme ça. Et puis ils disent non, moi le jour où j'arrête, ça vaut rien mon truc. Tu vas pas racheter une boîte où il n'y a pas de bâtiment et il y a deux salariés, mais 2 salariés du coup s'ils se barrent, il y a plus rien quoi. Je vais vendre une servante et un accès à ce bail locatif. Droit au bail, ça peut valoir quelque chose. Hein. Donc finalement, il y a quand même, tu dis que tu vois quand même beaucoup de cessions qui se font sur des boîtes à 20 000 euros, 10 000 euros, 30 000. Oui. Ah ouais. C'est régulier. Fonds de commerce ou régulier. Je dirais pas que c'est régulier, mais quand il y a un bon emplacement, quand il y a un potentiel d'achalandage, c'est la possibilité de capter de la clientèle. Parfois ça vaut le coup, oui, quand même, de peut-être racheter ça à 20 000, 30 000, ou en tout cas que ça soit côté acquéreur ou cédant. D'ailleurs, ça peut être intéressant de prendre un petit peu de liquidité. Puis des fois, il n'y a pas le choix, parce que si tu rachètes, par exemple, que tu veux absolument ce local-là pour faire une activité, mais qu'il y a déjà une entreprise dedans, des fois, tu es obligé de racheter l'entreprise pour la dissoudre.
Oui, alors non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que si, par exemple, t'as pas imaginons que ça soit une boulangerie-pâtisserie et que tu veuilles ouvrir un magasin de moto, allez, voilà. Tu vas pas avoir, toi, les diplômes te permettant d'exploiter une boulangerie-pâtisserie. Puis qu'est-ce que tu vas faire avec une boulangerie-pâtisserie? Tu vas pas l'acheter, déjà tu vas l'acheter à un certain prix avec tous les salariés. Donc non, généralement, dans ces cas-là, quand on est vraiment intéressé par un emplacement pour faire une autre activité, c'est que le cédant a pas forcément trouvé un acquéreur pour son activité, et à ce moment-là, on passe sur une cession de droit au bail. Ça veut dire que lui, il liquide son activité et il te cède un droit au bail. C'est le même prix, quoi. Parce que le gars, s'il se dit, bah écoute, moi, ma boulangerie aujourd'hui, elle coûte 50 000 €. Et que toi, tu dis, non, mais moi, là, je veux me faire un magasin de motocross. Le gars, il va dire, bah moi, je m'en fous, je cherche quelqu'un qui veut reprendre ma boulangerie parce qu'il y a des clients, etc. Oui. Et ben, lui, donc, il va dissoudre sa boulangerie et il va te vendre un droit au bail. S'il trouve personne, il va effectivement dissoudre, liquider. Et te vendre à 50 000 € le droit au bail. Alors après, c'est des méthodes de valorisation qui sont généralement validées avec les experts comptables, hein, mais le droit au bail ne vaut pas forcément ce que vaut un fonds de commerce, parce que le fonds de commerce, tu vois, t'as aussi... Ouais, mais pour le client qui se dit, moi je veux cet emplacement, c'est lui qui achètera au prix, quoi. Pourquoi pas, mais il faut l'accord du bailleur. Oui, bah oui. On n'est pas sur le même système. Une cession de fonds de commerce, on n'a pas nécessairement besoin de l'accord du bailleur, même s'il faut l'informer, le signifier, etc. Une cession de droit au bail, il faut l'accord du bailleur. Donc il faut que le bailleur, il accepte aussi. Oui, tu veux dire le propriétaire des murs. Pardon, le propriétaire des murs, c'est exactement ça. Il soit OK pour le changement d'activité. Eh bien, tout à fait. Donc, il y a un certain nombre d'aspects à valider. Je te pose la question parce qu'en fait, je suis dans ce cas-là pour un projet que tu auras dans tes papiers bientôt. D'accord, intéressant. Voilà, je garde la surprise pour mes abonnés, mais je suis en train de racheter quelque chose et il y a une activité que je veux pas poursuivre. Donc, mais vu que l'activité marche bien, je vais devoir, je pense, payer le prix de l'activité pour pouvoir avoir un local vide. Sachant que ça a un coût, effectivement, pour le cédant, parce que s'il doit dissoudre et liquider, ça veut dire licencier potentiellement, ça veut voilà, hein, donc il peut le faire, hein, c'est pas, mais pour lui, ça a un coût. Non, mais c'est intéressant, je trouve, de bien comprendre, parce que je pense qu'il y a plein d'abonnés qui regardent cette chaîne et qui peut-être se projettent un jour de racheter une entreprise. Moi, je viens de le faire. Moi, j'ai toujours créé de zéro. Et donc, j'ai jamais trop su ce que c'était de racheter une entreprise, je viens de le faire. Donc, c'est un projet qui est hyper compliqué et j'en parlerai bientôt sur ma chaîne YouTube. C'est un mécanisme que moi, il y a quelques mois, années, je maîtrisais pas bien parce que je connaissais pas tous ces détails-là. Et même là, j'apprends des choses comme ça, le droit au bail et tout ça, je connaissais pas forcément. Mais c'est intéressant de savoir, de se dire, ça permet quoi aussi d'anticiper peut-être des longs délais. Quand tu veux t'installer dans un endroit où il y a déjà une activité qui ne sera pas la tienne, faut peut-être anticiper des délais légaux pour dire aux gens de trouver un autre travail, puis qu'on va leur annoncer, désolé, c'est vendu, mais le travail, t'as plus de taf, quoi. Donc, il y a des délais certainement légaux pour ces gens-là arrêtent de bosser. Ensuite, dissoudre la société, il y a un délai. Et puis après, tu auras ton délai ensuite de travaux, d'aménagement, machin. C'est des processus qui sont, que ce soit sur une cession de titre, sur une cession de fonds de commerce, une cession de droit au bail, il y a tout un tas de diligences préalables, de vérifications à réaliser, puis des actes juridiques entre l'offre ou la lettre d'intention, on l'appelle comme on veut, le protocole ou le compromis, puis l'acte définitif. Enfin, tout ça, ça s'étale dans le temps. Et donc, il faut avoir, lorsqu'on est dans une opération, qu'on soit côté cédant ou acquéreur, faut avoir un rétro-planning en fait et se dire bon voilà, la deadline elle est à telle date, bon maintenant il faut dérouler. C'est quand tu dis une diligence. Parce que moi, quand tu dis une diligence, j'ai l'impression de voir une petite calèche avec des chevaux devant. Les diligences, c'est toutes les vérifications, toutes les formalités préalables, c'est ça, les diligences, c'est tout ce qu'il y a à faire en fait et à anticiper pour mener à bien le projet. Je me dis, si tu achètes une entreprise et que tu as 50 chevaux avec des vieilles diligences de 200 ans qui arrivent, je me dis, ah ouais, il y a ça aussi. Combien tu gagnes par mois? Ah, c'est horrible les émissions comme ça. Je vois des vidéos des fois où le gars il est là, il interviewe quelqu'un, ça se passe trop bien. Du coup il dit, et du coup vous gagnez combien? Mais d'ailleurs, pour relever là-dessus, sans te poser la question piège, c'est quand même un métier dans lequel, dès le départ, tu vas bien gagner ta vie? Pas forcément. Alors, ça dépend, si tu poses ta plaque là. Quand tu es collaborateur, tu as un minimum barreau, donc, qui varie en fonction des barreaux. Donc, tu as une rétrocession d'honoraires minimum en première année, deuxième année qui est imposée. Mais tu as un statut de travailleur non salarié, donc tu payes
tes cotisations sociales, c'est pas un salaire, hein, c'est une rétrocession d'honoraires. Donc, alors, il existe, ceci dit, certains collaborateurs salariés, mais c'est moins fréquent. Et puis, donc, tu as le minimum barreau, et puis après, tous ceux qui sont à leur compte, en fait. C'est des patrons, quoi. Donc, En fait, tu te payes ce que tu veux, et c'est en fonction de ce que ta boîte est fait. c'est surtout pas ce que tu veux, c'est en fonction de ce que tu peux. Oui, de ce que tu peux, oui, bien sûr. Mais c'est quand même crescendo, quoi. Il y a des variations extrêmement importantes entre confrères. Il y en a qui gagnent peu, et puis il y en a qui gagnent beaucoup. Mais beaucoup. Et est-ce que ça corrèle avec quelqu'un qui va plutôt être un entrepreneur qui va beaucoup développer sa boîte, ou c'est vraiment par rapport aux honoraires de la fonction? Je pense Éric Dupond-Moretti, je pense que c'est quelqu'un qui a gagné grosses sommes d'argent. Bien sûr. Mais parce qu'il y a eu il a été médiatisé, spécialisé dans des personnalités, tout ça. Et il a sûrement pas traité que des dossiers très rémunérateurs non plus, hein, c'est sûrement, mais sa médiatisation a sûrement fait que... Donc c'est pas relatif uniquement aux honoraires du métier, c'est plutôt à la gestion d'une boîte comme une entreprise qu'on essaie de développer. Mais c'est une entreprise, un cabinet d'avocats, c'est une entreprise. D'accord. Voilà. Le chiffre d'affaires, ce sont des honoraires. Et sont fixes tes honoraires? Est-ce que tu as des lois à respecter? Tu peux dire je travaille pour 50 € de l'heure comme 500. Exactement. On peut donner, alors à 500, je sais pas si tu en trouves beaucoup. Enfin, tu peux, ceci dit, il y a des cabinets qui le pratiquent peut-être. On est libre sur le montant de nos honoraires. Maintenant, tout de même, et le Conseil de l'Ordre, je parlais de l'Ordre, et le bâtonnier qui dirige le Conseil de l'Ordre. Le bâtonnier, c'est que... C'est le représentant du barreau. Il est élu tous les 2 ans. Donc c'est lui qui représente tous les avocats de France? Non, du barreau. Donc de Nantes, tu as un bâtonnier par barreau. Donc à Nantes, on a un bâtonnier. Mais c'est un barreau, c'est quoi un barreau? Le barreau, ça définit tous les avocats qui sont du ressort du tribunal judiciaire de Nantes. Ah, donc rien à voir avec entreprise, divorce et tout ça? Si, c'est tous les avocats. À Nantes, on est à peu près, je dirais, entre 1200 et 1300 avocats au barreau de Nantes. Pour les honoraires, on ne peut pas surfacturer. On a des règles déontologiques de loyauté, de délicatesse, etc. À l'égard de nos clients, et la surfacturation n'est pas possible, enfin n'est pas acceptable. Et un client qui considère qu'il a été surfacturé pour des diligences, mais pas les diligences qui roulent là, pour des diligences qui lui paraissent insuffisantes par rapport à la facturation, l'avocat peut être retoqué effectivement par le bâtonnier. Voilà, donc il y a une commission de taxation qui existe où on peut saisir le bâtonnier avec un délégué du bâtonnier qui vérifie effectivement le montant des honoraires qui ont été facturés. Mais moi, je pars du principe qu'on doit facturer le temps à sa juste valeur technique et à sa juste valeur en temps. Et surfacturer, ça n'a aucun... Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Et puis, il faut être honnête. Enfin, voilà, moi, si je sais que je vais passer 3 heures, je vais pas en facturer 10. Voilà, puisque je pense que le lien de confiance avec le client, il est important aussi au regard des honoraires qu'on facture. Et tout peut se faire, mais... À mon sens, tout n'est pas acceptable. Voilà. En moyenne, on va dire, par exemple, je te donne d'abord un exemple pour que tu vois là où je veux en venir. Nous, tu sais, on a une petite boîte d'assurance qui s'appelle Jabot Assurance, que tu as dû immatriculer. Oui, d'ailleurs j'ai des registres à te donner, il faut que je les donne après. Jabot Assurance, par exemple, c'est des sociétés où, quand tu commences à pouvoir payer quelques salariés, en vivre, avoir un petit peu de trésor, etc., on va dire qu'il faut 1500 clients. Oui. Et après, tu as ceux qui partent, ceux qui arrivent, etc. Un avocat en droit des sociétés, est-ce qu'il y a un nombre? Est-ce que ça va peut-être être 20? Est-ce que c'est peut-être 3000? Est-ce qu'il y a un chiffre, une grosse fourchette? Attention, en gros, à peu près. J'aurais tendance à dire non. Ça va dépendre de la nature des dossiers qu'on va avoir. Alors, tout dépend du montant de la rémunération, du montant des charges, du montant du loyer, voilà, combien il me faut par mois. Oui. Moi, par exemple, il me faut, je compte en tout cas chaque année sur des dossiers de cession qui sont des dossiers plus importants, beaucoup plus engageants en termes de temps et d'investissement, mais qui sont de fait plus rémunérateurs. Et puis, il y a des dossiers qui s'étalent moins sur la durée, donc qui sont aussi moins rémunérateurs, mais il faut des deux. Mais effectivement, c'est plus la nature du dossier, c'est pas forcément le nombre de clients. Mais la nature des dossiers dépend aussi du nombre de clients qu'on a. Non, mais un avocat, c'est plutôt 50 personnes ou plutôt 500? J'ai plutôt envie de te dire, c'est plutôt plusieurs centaines de dossiers, puisqu'un client, c'est plusieurs dossiers. Mais oui, mais en assurance, c'est pareil. Sur l'année, c'est pas 500 dossiers, non plus. Enfin, pas une structure comme la mienne. Effectivement, quand tu peux avoir des cabinets qui ont énormément de collaborateurs, là, ils traitent énormément de dossiers, mais tout ça, c'est très subjectif. C'est vrai que même moi, je me dis, est-ce qu'un avocat, il va plutôt avoir
son petit groupe de 20 personnes ou est-ce qu'il peut quand même gérer plusieurs centaines quoi? Ah ben oui, on peut. Mais oui, parce qu'un client, ça va être peut-être une fois dans l'année sur une journée que ça... Bah, comme nous, on a un gars, il nous fait une assurance moto et c'est tout. Et puis on a un gars, il a 4 voitures, 2 sociétés, 3 maisons, un chien, un cheval, un mouton. Et puis des fois ça va vite quoi. Des fois tu as quelqu'un qui peut avoir qu'une entreprise, j'imagine pour toi, mais qui va aussi avoir une SCI, peut-être un petit montage holding, et puis un peu de l'immobilier à droite à gauche. Finalement ça lui fait plusieurs contrats chez toi alors qu'il a qu'une boîte. C'est ça. Mais il faut mieux raisonner effectivement par contrat que par client, puisque par client c'est pas... Bah oui c'est clair. Et puis l'écart type est pas bon parce que tu as des clients qui ont un contrat et d'autres 12. C'est la même logique. Voilà. C'est une entreprise, c'est pareil. C'est exactement ça. Sophie, merci beaucoup. Merci. Pourquoi on dit maître Singal et pas maîtresse comme une maîtresse d'école? Pourquoi on dit madame le procureur? T'as vu que j'avais mis avocate en bas? Oui. Voilà. Oui, avant, vrai, pendant longtemps, je n'avais mis qu'avocat et je me suis dit à un moment, bah non, en fait maintenant ça se dit bien, avocate. Par contre, maître, c'est pas maîtresse. Bah, non. C'est bizarre, ouais. Oui, c'est le statut de maître. Et entre nous, on parle de consoeur ou de confrère. Oui, voilà. Mais quand t'appelles au téléphone, ah bah je vais appeler maître Singal. Tu sais pas si on parle d'un homme ou d'une femme. C'est vrai. Et tu dis appelle Sophie, ça sera plus simple en fait. Merci pour la réponse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Lucien. S'il y a des gens qui ont besoin, évidemment, comme on fait d'habitude, on mettra ton contact. Et puis voilà, alors évidemment les amis, on vous demande un maximum de respect parce que ses collaborateurs et elles-mêmes sont des gens qui travaillent et qui ont beaucoup de choses à faire. Donc contactez pas pour rigoler, vraiment contactez vraiment que si vous avez besoin. Et si c'est une question qui est très généraliste, ça sera plutôt un comptable au départ qui pourra sûrement y répondre. Et si c'est vraiment axé pour cette discipline, vous pourrez la contacter. Avec plaisir. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo justement à mettre des petites questions que je n'aurais pas forcément posées. Ça pourrait être l'occasion d'une prochaine vidéo où pendant 5 minutes au début, je t'appelle en visio pour répondre à des questions que les abonnés auraient... c'est possible, des fois ça arrive, des abonnés qui disent « Ah mais non, mais ça, t'aurais vraiment dû parler de ce sujet que j'ai oublié ou que j'ai pas pensé. » Donc mettez les commentaires et puis n'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt 500 000 sur ma petite chaîne YouTube secondaire. À bientôt. À bientôt, merci.